Planète Marché, comme tous les soirs, 3 experts en plateau, 3 experts en cravate. Ça veut dire que là, on a quelque chose d'intense sur ce plateau. Gilles Bazissière, bonsoir. Bonsoir. Le président d'Equity GPS. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Olivier Ringard, directeur des investissements de la banque Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et également Anthony Morlet, la vie d'Ali. Bonsoir Anthony. Bonsoir Fabrice. Vous êtes économiste, pôle macroéconomie conjoncture chez Rexecode et membre de BSI Economics. Messieurs, voilà, on avait une belle journée fériée hier, mais les marchés étaient ouverts, ils en ont profité pour monter, et on voit que on est un petit peu au plus haut partout. Olivier, on démarre avec vous. Qu'est-ce que ça dit, là, cette tendance? On se posait la question, est-ce que c'est vraiment le shutdown qui propulse les marchés comme ça dans cet état d'euphorie? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui alimentent en fait l'euphorie sur les marchés. D'abord, c'est qu'on a un momentum très fort. Regardons ce qui se passe depuis le début du mois d'avril. Le rebond du Standard & Poor's 500, c'est plus 35%. Le rebond de la tech, c'est plus de 60% depuis le point bas d'avril. Donc, c'est d'abord une histoire de momentum. Et ensuite, on a des nouvelles qui vont dans le bon sens avec une réduction d'un certain nombre d'incertitudes. Ça a été vrai dans le cadre des accords commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde, et en particulier avec la Chine. On a eu également de bonnes nouvelles globalement du côté du secteur de la tech américaine. Oui. Et puis aujourd'hui, on a cette réduction d'incertitude sur la situation politique américaine avec le shutdown qui va se dénouer. Le shutdown, le plus long de l'histoire politique américaine, et les investisseurs sont également en train de considérer que la Banque centrale américaine va finalement baisser les taux au mois de décembre. Donc ça crée une ambiance qui reste bonne sur les marchés, avec un rallye de fin d'année qui est probablement en train de se dessiner. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. On en parlait de ce rallye, et puis finalement on a eu un petit peu une peur sur la tech, qui a pas mal baissé au cours d'une seule séance la semaine dernière. On a tout de suite repris pratiquement, et on est en train de dépasser ces nouveaux plus hauts. Anthony, justement, comment vous analysez cette séquence là voilà, on a joué un petit peu à se faire peur, et puis finalement on a l'impression qu'on est lancé, comme le disait à l'instant Olivier Ringard, sur ce rallye de fin d'année, où en tout cas on a l'impression qu'il ne va plus se passer grand-chose. Nous. Oui, en tout cas je suis très en ligne avec ce qui vient d'être dit. On voit bien que le sous-jacent, qui est la croissance américaine, résiste, malgré le fait que le shutdown pourrait coûter autour de 0,3 points de croissance au PIB américain. On attend toujours 4% de croissance annualisée au troisième trimestre. Donc ça montre bien qu'on a quand même une économie américaine qui est vraiment solide et qui résiste pour l'instant à tous les chocs. Ça ne veut pas dire que ça va perdurer, mais en tout cas, jusqu'alors, ça tient bien. Et puis avoir en tête aussi qu'on commence à vraiment voir des gains de productivité liés à l'IA, mais plus largement à la tech. Aux États-Unis, prenez le secteur de l'information, qui regroupe notamment les logiciels, les bases de données, etc. On a une productivité apparente du travail qui est 40% au-dessus de fin 2019. C'est-à-dire la tendance, elle a presque doublé par rapport à l'avant-crise. Et qu'est-ce que c'est des gains de productivité? C'est de l'activité. Oui. Puis au passage, c'est désinflationniste. Donc ça vous permet, quand vous avez des gains de productivité très élevés, d'absorber en plus, j'allais dire, des tensions peut-être plus fortes sur des achats d'intrants ou autres. Et donc en ce sens, en plus des accords commerciaux qui pourraient être plutôt favorables, ou en tout cas renégociés par Donald Trump, ces gains de productivité permettent d'éviter des tensions inflationnistes trop fortes à ce stade. Donc c'est un petit peu le pari gagnant pour l'instant. Mais le pendant, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir un effet sur l'emploi? Parce qu'on se dit, tiens, si les gens sont plus productifs, on va avoir besoin de moins de gens. On a un marché du travail, effectivement, qui se refroidit, mais là aussi, c'est plutôt positif d'un point de vue des marchés, puisque ça permet d'alimenter des espoirs d'une nouvelle baisse de taux en décembre. Donc, puis en ce moment, on n'a pas beaucoup de données non plus sur les... Tout à fait. Ce qu'on devrait quand même avoir, ou ce qui devrait être publié, c'est plutôt un refroidissement progressif que l'on attend, pas trop de surprises. Mais c'est un petit peu quand même le scénario boucle d'or dans cette affaire. Donc pour l'instant, effectivement, ça alimente des marchés qui sont à des niveaux records, mais c'est pas illogique au fond. Gilles Bazissière, c'est vrai qu'on a vu ces records d'investissement sur l'intelligence artificielle, de records de capitalisation pour les méga caps dont Nvidia. Vous nous avez dit juste avant qu'on prenne l'antenne, d'ailleurs on pourrait faire l'émission entière sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça alimente les conversations. Vous justement, quel est votre regard? On a parlé de cette décorrélation un peu du marché avec 490 valeurs, pour faire simple, qui sont pas à l'arrêt, mais assez stables, et puis 10 macro-caps qui vraiment sont au pinacle et continuent à engranger les records. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est utile de regarder sous la surface des grands indices pour observer un petit peu
la réalité de ce qui se passe et essayer d'apprécier d'éventuelles stratégies actives de surpondération de certaines valeurs et de sous-pondération d'autres. Quand on regarde donc sous les indices, on voit qu'il y a ce que certains appellent un moment titanique. Ça, c'est pas bon signe, alors. Voilà, c'est pas bon signe. C'est-à-dire, c'est supposément, refléter, après une très forte hausse des marchés, un potentiel de baisse avec dans plein d'hypothèses. Mais les facteurs générateurs de ça, c'est tout simplement qu'on a plus de plus bas, plus de valeurs qui font des plus bas que de valeurs qui font des plus hauts. Et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on vient de dire que tous les marchés sont pratiquement au plus haut. Voilà, donc ça, si on décompose, c'est le cas pour les indices au sens large, mais quand vous regardez le Nasdaq, par exemple, qui est un indice quand même assez large et assez représentatif, eh bien, sur les 10 dernières séances boursières, il y en a eu 4 ou 5 où il y avait plus de plus bas sur l'année glissante, que de plus haut. Sauf que celles qui font des plus bas n'ont pas la même capitalisation boursière et pas le même poids que celles qui font des plus hauts. D'où un marché qui est assez subdivisé en 2 catégories, les super gagnants, assez sensiblement, mais pas exclusivement, concentrés dans la tech. Il y a plein d'autres valeurs qui se portent très très bien dans d'autres secteurs. Et puis des perdants qui ont des difficultés et qui notamment, si on veut résumer, s'adresse à la partie la moins souriante de l'économie américaine, avec ces ménages qui souffrent, avec la moitié inférieure des ménages à revenus les plus faibles. Et dans un contexte où les inégalités de revenus augmentent de façon régulière. Et des pauvres qui commencent, et même des classes moyennes qui commencent à souffrir. Mais je reviens sur votre aspect, votre scénario Titanic, ça veut dire que ça pourrait déraper. C'est pas du tout mon scénario. Mais ce que je veux dire par là, c'est on en parle. Voilà, on en parle. Et quand on va sous la surface, on se rend compte qu'on a une situation qui est un petit peu particulière. C'est vrai qu'on aime bien illustrer. On préfère Boucle d'Or que Titanic, bizarrement. C'est vrai que ça sonne mieux. Olivier Ringard, justement, par rapport à ce qu'on dit, c'est vrai, sur cette IA qui nous imprègne aujourd'hui. On voit les gains de productivité, on voit l'emploi, on voit que ça pose aussi beaucoup de questions. Juste sur les valorisations, quel est votre avis ? On parlait justement d'une bulle il y a peu de temps. On sent que c'est en train de... Beaucoup de gens se posent des questions quand même. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens se posent des questions. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a vu un peu de discrimination dans le cadre de la séance de publication des résultats des entreprises américaines. Ce que l'on dit à ce sujet-là, c'est qu'on est dans un entre-deux et qu'on a l'impression qu'on est dans une dynamique de constitution de bulles, mais que la bulle n'est pas encore pleinement formée. Lorsque vous regardez aujourd'hui les valorisations, vous constatez qu'on se traite sur des price-earning ratio sur les bénéfices anticipés à 12 mois autour de 30 fois les bénéfices. Pour rappel, au début des années 2000, nous étions sur des niveaux de ratio cours-bénéfices anticipés autour de 50 fois. Donc, on est sur des niveaux de valorisation un peu moins importants. Deuxième élément, on a une réalité aujourd'hui sur la croissance des résultats des entreprises, puisque quand vous regardez les 10 plus grosses entreprises de la tech américaine, elles génèrent énormément de bénéfices, ce qui n'était pas nécessairement le cas au début des années 2000. Donc ça, c'est les facteurs qui sont, somme toute, rassurants. Les facteurs qui questionnent sont les suivants. D'abord, les investissements massifs qui sont faits par ce secteur technologique, et en particulier par ce qu'on appelle les hyperscalers, qui sont en train d'investir des milliards et des milliards de dollars pour les prochaines années. Les 5 grands hyperscalers américains, c'est plus de 300 milliards de dollars d'investissement dans l'IA et son infrastructure cette année. C'est plus de 400 milliards de dollars d'investissement l'année prochaine, et ça continue jusqu'en 2028. Donc ça, c'est un facteur qui ressemble à ce qu'on a vu au cours des années 98-99, où on a de l'investissement qui est potentiellement en train de devenir, ou qui deviendra un jour, du surinvestissement. Le deuxième facteur de ressemblance, c'est la circularité de l'écosystème tech qui est en train de se créer,
avec un système de financement d'infrastructures et de services entre des boîtes, des entreprises américaines qui sont en train d'investir les unes dans les autres, de se créer des marchés les unes avec les autres. Et ça ressemble également à ce qui s'est passé à la fin des années 90. J'ajouterai un petit bémol à ce sujet-là, c'est que ce contexte de circularité, il est sans doute amplifié par le fait que les États-Unis sont en guerre technologique avec la Chine et que ça amplifie probablement et ça pousse les entreprises. Donc il y a une course en même temps. Il y a une course, oui, qui est en train d'amplifier le système. Et le troisième élément de ressemblance, c'est que lorsqu'on regarde ce que pensent les analystes des croissances à long terme du secteur technologique, ces analystes sont en train de considérer qu'on va probablement avoir sur les années à venir des croissances bénéficiaires des entreprises du secteur de la tech autour de 25%. Donc on est en train de remonter assez sensiblement à la hausse les perspectives de croissance bénéficiaire à long terme. Dit autrement, on est en train de considérer que les chiffres de croissance que nous avons aujourd'hui vont rester tels quels pour les 10 prochaines années. D'accord. Et là aussi, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé à la fin des années... Une euphorie auto-entretenue. 90. Un petit... Donc, en synthèse, on dit aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sur des niveaux de bulle, mais on a des facteurs de ressemblance qui nous poussent à considérer qu'on est progressivement en train de constituer et de former une bulle. Anthony, justement, pour vous, bulle, pas bulle, ou si vous voulez compléter? Alors, je suis assez d'accord. On commence à avoir des signaux quand même parfois un peu exubérants. Donc, il faut toujours les regarder. Ce qui est bien, c'est qu'on en discute parce que ce qui est toujours assez alarmant, c'est quand personne pense qu'il y a une bulle et qu'à la fin, on voit quand même des cours monter de manière stratosphérique. Je reviens juste sur les investissements parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup des CAPEX, notamment des hyperscalers, effectivement, dans l'IA. Faut les rapporter notamment au free cash flow. Quand vous regardez aujourd'hui les CAPEX rapportés au free cash flow, on est à peu près, vous prenez la moyenne, autour de 5%, c'était plus du double au début des années 2000. Donc dit autrement, si les hyperscalers investissent, c'est parce qu'elles génèrent déjà, à date, beaucoup de bénéfices. Donc ça, c'est plutôt un phénomène rassurant. C'est pas des investissements avec des entreprises qui seraient, au fond, à perte. Et je rajoute, c'est même bienvenu, parce qu'il y a quelques temps, elles investissaient sur leurs propres actions. On a l'impression qu'elles étaient un peu à court d'idées. On parlait de rachat d'actions. Du coup, allez, on met tout le cash qu'on a. Exactement, c'est quand même une bonne nouvelle aussi, parce que, comme vous le mentionnez, en tout cas, on discriminait beaucoup le rachat d'actions en disant que c'était signe de morosité ambiante et qu'il y avait assez peu de débouchés. Là, on voit des opportunités. Alors, certaines, il faut être très clair, ne se réaliseront pas, mais d'autres, probablement, ont un gros potentiel. Donc, je pense qu'on n'est pas à des niveaux alarmants. Et l'innovation, c'est quand même ça. Le seul point qui inquiète un petit peu, c'est qu'habituellement, l'innovation, c'est les nouveaux entrants qui la font. Et là, on sent bien qu'on a quand même des big tech qui rachètent beaucoup l'écosystème de jeunes pousses. Et malheureusement, on ne voit pas de nouveaux entrants pour concurrencer l'establishment, en quelque sorte, américain. Et donc, ça fait craindre quand même un effet de concentration peut-être un petit peu excessif. Ça, je pense que c'est le risque d'un point de vue de la concurrence. Mais sinon, difficile de voir quand même une bulle à ce stade, parce qu'encore une fois, les perspectives sont plutôt allantes. Oui, vous avez raison. Et puis, les poches sont tellement pleines que la moindre start-up qui commence à être un peu licorne, allez, on met 1 milliard sur la table. Et puis, à ces niveaux, en général, on vend. Gilles Badissire, sur ce mouvement de concentration, d'hyper-concentration d'ailleurs. Oui, alors je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et pour éviter de répéter, je rajouterais 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est que ces hyperscalers, donc pour les nommer, c'est Amazon, Microsoft, Meta, Oracle, etc., qui achètent énormément, qui investissent énormément en data centers. Les États-Unis se couvrent de data centers. Il y a quand même un phénomène particulier très récent où ces boîtes-là font appel au marché maintenant, s'endettent. Elles lèvent sans problème, d'ailleurs. Elle lève son problème, mais la taille est quand même importante. Il faut bien voir que ce qui a été levé ces derniers mois par les hyperscalers pour financer la croissance de leurs investissements, c'est plus que l'ensemble du secteur de la tech sur les 3 dernières années. Donc là où avant c'était très 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 largement autofinancé, il est clair qu'aujourd'hui il y a des besoins de financement extérieur. Donc ça c'est le premier point qui est un point quand même notable. Le deuxième point qui est notable et qui est relevé régulièrement, mais avec de plus en plus de force par certains analystes et certains investisseurs, notamment ceux
les investisseurs qui se sont fait une spécialité de shorter, de vendre à découvert des valeurs qui leur semblent survalorisées, à tort ou à raison. C'est la problématique de la durée d'amortissement des investissements de ces hyperscalers. En gros, les hyperscalers achètent des semi-conducteurs à Nvidia et à tout l'écosystème. Là où il y a 4 ans, il était courant de voir des durées d'investissement sur 4 ans, c'est-à-dire qu'en fait on amortit à 25% chaque année, au lieu de passer en charge la totalité de son investissement, on passe en charge une partie de son investissement en supposant que cet investissement pourra continuer d'être rentable et de produire du cash flow pendant au moins 4 années. Et en fait, le paradoxe, c'est que toutes les entreprises du secteur, tous les hyperscalers ont fait monter leur durée d'investissement, donc flatter leurs résultats, et alors même que le rythme d'obsolescence des semi-conducteurs de Nvidia et des autres augmente. Ah oui, et de plus en plus rapide. Alors ça, c'est juste pour la partie électronique informatique dans ces énormes data centers, mais les murs, l'infrastructure, elle est amortie à un rythme d'immobilier. Donc c'est sur du 30 ans, du 40 ans. Donc la grande question que les sceptiques se posent, c'est est-ce qu'on ne va pas atteindre, et quand est-ce qu'on va atteindre, ou va-t-on atteindre un jour un moment où on pourra miniaturiser, simplifier les process, on aura moins besoin de données brutes et de ressources brutes en chips ou en énergie. Et ça, les Chinois montrent l'exemple en la matière. Certains Européens aussi, à des degrés plus modestes. Oui, et puis il y a une bataille dans l'IA. On voit qu'Anthropic dit nous, on va quand même dépenser beaucoup moins pour faire quelque chose de beaucoup plus performant. Exactement, ou plus performant, ou plus spécialisé, moins IA général. En tout cas, ils promettent un retour à leurs investisseurs beaucoup plus tôt que OpenAI. Et donc là, on a plein de débats qui sont en train de se poser, alors ils sont très sains parce que ils sont sur la table, bien sûr, mais c'est ce qui fait un marché. Oui. Mais personnellement, moi, je trouve, je comprends la dérive, une dérive, j'appelle ça une dérive, qui consiste à augmenter la durée d'amortissement d'investissement, parce que quand on est une entreprise, c'est très difficile de résister au fait de flatter ses résultats. Oui, et puis on se donne un peu de mou, en fait. Entre guillemets. Exactement. Très bien. Voilà pour cette page. C'est vrai que c'est souvent, on a maintenant notre quart d'heure IA dans Smart Bourse, parce que vraiment, c'est l'éléphant au milieu de la place, et puis ça concentre la macro, la micro, beaucoup de choses. On repart sur la macro avec le rôle des banques centrales, la Fed en particulier. Tiens, je donne la parole à Anthony. Voilà, qu'en économiste, vous murmurez à l'oreille de Jérôme Powell, sûrement, ou en tout cas, vous savez peut-être le décrypter. Qu'est-ce qu'on anticipe là ? Justement, on disait tout à l'heure, peu de chiffres finalement sur l'emploi. On se doute bien que ça va tanguer au bout d'un moment. On a une classe moyenne qui est quand même qui commence à grogner un petit peu, parce qu'en termes de pouvoir d'achat, même combat qu'en Europe finalement. La Fed, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ces conditions ? Alors, c'est dur d'être plus intelligent que le consensus quand même. Donc, nous, on part et on regarde un petit peu ce qui se dit. Est-ce que tout le monde arbitre, surtout en l'absence de données ? Donc là, c'est dur de se faire une religion, j'allais dire, quand on a eu un trou noir, comme ça a été le cas sur les dernières semaines. La réalité, c'est qu'on essaye un petit peu de tirer le trait sur qu'est-ce qui va être publié avec retard et qu'est-ce qu'on devrait découvrir. On s'attend à ce que l'activité elle soit assez résiliente aux États-Unis, et qu'à l'inverse, le marché du travail se détende, avec a priori quand même des données d'inflation qui... Oui, baisse un peu moins que prévu, mais pas encore de grosses pressions inflationnistes dans le tuyau. Donc, les conditions paraissent quand même réunies pour redonner 25 points de base en décembre. Ça paraît pas déraisonnable de le faire à ce stade. Il y a quand même beaucoup de pression sur Jérôme Powell pour qu'il fasse cette nouvelle baisse de taux. Tous les marchés, en tout cas les marchés poussent. À l'inverse, ça serait vécu comme une vraie déception si on n'avait pas les 25 bips. Donc je pense que ça reste raisonnable. C'est dans les clous. On sait à 65%. Tout à fait. Les économistes sont un peu plus nombreux à le dire, mais la vraie question, c'est plutôt sur 2026, où ira la croissance, parce que
pour l'instant, déjà, l'impact du shutdown sera plutôt sur le T4 et le début d'année 2026 que ça va mordre. L'inflation devrait quand même se tendre un tout petit peu plus. Cette inflation dont on disait, attention, le programme de Donald Trump est extrêmement inflationniste. Du coup, peut-être les banques centrales seront bloquées. Olivier, réaction, finalement, on voit que cette inflation, elle a l'air d'être digérée. Il y en a moins qu'à oui, enfin, elle est quand même à 3% aux États-Unis. Donc l'inflation, elle est là. On anticipe pour notre part qu'on va avoir une petite bosse d'inflation au cours de ces prochains mois et bosse qui sera ensuite dépassée au cours du second semestre de l'année 2026. Mais on reste pour nous dans l'idée que la Banque centrale américaine va baisser les taux de manière assez sensible. On anticipe 3% à la fin de l'année 2026. Le marché anticipe un niveau d'équilibre un peu supérieur à ces 3%. Et il y a un facteur à ajouter qui tient dans le fait qu'il est très probable que l'administration Trump continue de mettre une pression extrêmement forte sur cette banque centrale américaine, avec un certain nombre de présidents régionaux qui vont partir, le remplacement de Powell en qualité de chairman qui aura lieu au mois de mai 2026. Donc ça sera probablement un très gros sujet pour les investisseurs l'année prochaine, de savoir à quel point la Banque centrale américaine perd ou non son indépendance. Oui, en tout cas, Gilles Vassissia, on a l'impression que pour l'instant, le Fed Put est en place, cette protection, et donc tout va bien pour les marchés. Alors sur la partie courte de la courbe, ça paraît évident. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit. Sur la partie longue, c'est un peu plus délicat, mais les banquiers centraux ont appris à gérer la chose. Et je dirais que oui, c'est un des sujets qu'on a dans tous les pays démocratiques, où les opinions publiques sont de plus en plus demandeuses de pouvoir d'achat, d'emploi, de bien-être, de congés, de retraite. De retraite en tout genre. Non, mais et ce qui n'est pas illégitime, mais on est dans un contexte où les démocraties évoluent et sont plus difficilement gérables aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être il y a 20 ans même, ou 30 ans. Et ça, c'est quand même, ça exerce une pression. Pourquoi, selon vous ? Oh oui, il y a beaucoup de raisons. Les réseaux sociaux et les effets de silos informationnels font partie des coupables. En tout cas, ça polarise les opinions, ça c'est sûr. Voilà. Et puis alors également aussi le fait que on est à des niveaux de PNB par habitant jamais vu sur Terre, et donc l'homme a une capacité inégalée à vouloir toujours plus. Oui. Et à considérer que il y a toujours des cagnottes, qu'il y a toujours des qu'on n'est pas suffisamment en déficit. Et d'ailleurs, 3% de déficit, ça veut dire quoi ? C'est pas beaucoup, 3%. Même dans le texte lui-même, dans la sémantique, a un sens. C'est 3% du PNB. Mais 5% non plus, c'est pas beaucoup. Justement, 3%, c'est pas beaucoup, sauf que 3%, c'est probablement 50% de dépenses en plus que de recettes. Donc ça, un chef de famille, lui, il peut comprendre ça. Ou un chef d'entreprise, a fortiori. Oui, et une mère de famille également. Donc, jusque dans la Mais on dit toujours, l'État, c'est différent, c'est-à-dire que c'est nous tous, c'est la collectivité, on peut s'endetter, on sera là, l'État sera nous survivra bien évidemment. Donc on a l'impression que c'est pas très grave. Voilà, il manque une vision historique longue, parce que dans l'histoire des crises, il y en a beaucoup. Et puis il manque également une défocalisation. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont vécu très difficilement des excès de dette dans la période contemporaine, y compris dans la zone euro. Anthony, justement, est-ce qu'il pourrait y avoir un rappel à un certain moment, avec notre dette, c'est vrai, qui s'accroît chaque jour, des marchés qui pourraient siffler la fin de la récréation ? Là, on en avait parlé il y a quelques semaines, quand la note de la France a été dégradée, mais est-ce qu'à un moment, les marchés vont siffler la fin de la récré, ou finalement on continue à faire crédit à la France, deuxième pays de la zone euro ? Vous venez de le dire, le problème c'est qu'on est le deuxième pays de la zone euro, qu'attaquer la France, c'est attaquer l'euro, c'est attaquer la BCE. Qui est-ce qui a envie de se frotter à la BCE ? Pas grand monde, en tout cas il faut quand même être courageux. Donc ça pose la question d'un aléa moral très fort. En fait, la France a besoin de l'euro puisque c'est sa garantie première, et l'euro a besoin de la France. Donc les deux sont... Donc on est too big to fail ?
Un petit peu. Enfin, je veux dire, on peut se jouer à se faire peur en disant la BCE ne viendra pas, mais la BCE sait bien que si elle n'intervient pas, elle disparaît au moment où elle dit non. Ouais. Donc, je précise ma question. On sait que l'an prochain, on va emprunter à nouveau 310 milliards d'euros, sauf qu'il y a un petit nouveau sur le marché qui jusque-là n'empruntait peu, c'est l'Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas à y avoir justement une guerre des signatures et à tout grain, peut-être les investisseurs vont se dire je préfère la signature de l'Allemagne, ils ont l'air d'être un petit peu plus cohérents dans leur politique plutôt que la France qui est plus dispendieuse. Alors tout à fait, le risque c'est les conflits justement d'allocation d'épargne pour financer la dette publique, et puis il n'y a pas que l'Allemagne, on a quand même des États-Unis qui rétablissent pas leurs finances publiques et qui captent quand même un gros bout de l'épargne mondiale, la Chine qui a moins d'excédents à recycler qu'il n'y paraît parce qu'elle aussi elle a un gros déficit alors qui se finance par ses excédents courants, mais tout de même, donc ça montre bien qu'à l'échelle du monde quand même il y a de moins en moins d'excédents d'épargne. On revient dans un monde où on investit de plus en plus, et ça peut créer des vrais risques de tension. Donc, est-ce qu'on peut avoir une crise financière en France ? C'est toujours très difficile de parier là-dessus. En tout cas, est-ce qu'à un moment donné, on ne nous forcera pas quand même à adopter des mesures très dures pour quand même se remettre dans le rang ? Je pense que pour l'instant, par exemple, nos partenaires n'ont pas dit grand-chose. Au fond, se sont assez peu exprimés. Ils laissent quand même la France gérer en partie ses décisions politiques. On arrivera au bout de cette aventure à un certain moment. C'est-à-dire que même François Villeroy de Galhau, en qualité quand même de président de la Banque de France, de gouverneur, lui-même commence à distiller des messages, ce qui est quand même pas complètement intuitif pour un gouverneur de banque centrale, alors que son sujet c'est quand même le monétaire. Même lui commence à passer des messages sur le budgétaire. Donc ça se cristallise quand même. Et puis, on voit quand même que, oui, sur ce budget, c'est pas gagné non plus. On se demande si on va en avoir un ou si on va reconduire finalement celui qu'on a déjà. Olivier Ringard, vous avez une vision là-dessus, sur cette fin d'année un peu compliquée? J'ai peu de vision sur la dynamique des discussions budgétaires que nous avons en France. Par contre, je rajouterais un élément par rapport à ce qui a été dit. Le sujet équilibre épargne-investissement est un sujet sans doute très important pour le niveau d'équilibre des taux d'intérêt à long terme. Et c'est un sujet qui va se matérialiser progressivement et qui ne devrait pas être source de tension sur l'année 2026 sur les taux d'intérêt. Deuxième élément, lorsqu'on s'intéresse à la France, on voit qu'aujourd'hui sa prime de risque par rapport à l'Allemagne est autour de 80 points de base. On n'a pas vraiment eu de nouveau resserrement de cette prime de risque au cours de ces dernières semaines, ce qui signifie que la France est d'une certaine manière sous la surveillance des investisseurs et que la moindre mauvaise nouvelle d'un politique ou budgétaire pour la France se traduira très probablement par une poursuite de l'écartement de la prime de risque de la dette française. Donc la sanction aujourd'hui, elle se voit quasi immédiatement avec le... Tout à fait. C'est le spread qu'il faut surveiller. Ce spread va rester sous pression très probablement jusqu'à l'élection présidentielle de mai 2027. Quel est l'effet pour notre économie là, de cette différence ? Alors pour les entreprises, est-ce que c'est un impact justement? Il est énorme. Il est énorme. En fait, quand on analyse les pays développés dans le monde, comme nous on le fait en utilisant une quinzaine de critères, tous utiles du point de vue de l'actionnaire minoritaire, investissant dans les valeurs de ces pays-là, eh bien, on se rend compte que on peut distinguer deux zones, deux sous-ensembles que l'on appelle AAA+, c'est-à-dire des pays qui vont bien, qui n'ont pas de problème de finances publiques, pour lesquels les entreprises ont des rentabilités très supérieures à la moyenne de leurs concurrents mondiaux, dans des pays sur lesquels il y a moins de chocs macroéconomiques. Quand il y a des chocs mondiaux, les marchés de ces pays se rétablissent plus vite. Donc, qui sont ces pays ? Vous en avez une quinzaine dans le monde. C'est les Nordiques ? Alors, vous avez, pas exclusivement, vous en avez au sein de la zone euro. Donc, il y a les Nordiques d'abord, sachant que la Finlande est dans la zone euro. Vous avez également au sein de la zone euro l'Allemagne et les Pays-Bas, ce qui est la moitié, je dirais, vertueuse de la zone euro. Vous avez l'Australie, le Canada, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et Singapour. D'accord. Et la somme de la combinaison de tous ces pays fait 20% de la capitalisation boursière des pays développés.
Et ça représente 3 fois la France en capitalisation. Oui, c'est pas mal. En montant et en capitalisation boursière. Donc nous, on oriente globalement en termes d'allocation d'actifs qualitatives et géographiques nos clients sur ces zones-là. Enfin, en tout cas, on les éclaire en leur suggérant de ne pas oublier, y compris très près de chez nous. On avait oublié la Suisse, qui est un petit pays, mais très grosse capitalisation boursière, similaire en ordre de grandeur à la française. Faut pas l'oublier. Ouais. Et vous avez des performances ajustées du risque. Vous avez de meilleures performances dans ces pays-là cumulées avec moins de volatilité que sur la France ou la zone euro, en ayant en même temps moins de volatilité. Ce qui est contraire à tous les canons académiques où on nous dit que la rentabilité est proportionnelle au risque. Ce n'est pas le cas. C'est pas forcément le cas, surtout dans la durée, où il faut être performant, éviter les écueils et cette volatilité. Il nous reste une dizaine de minutes pour regarder du côté des allocations, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait pour cette fin d'année et même pour préparer 2026 ? Est-ce qu'on reste toujours sur les actions, même si on sait que il y a ces multiples de valorisation qui commencent à être un peu élevées, mais pas encore de bulles, pas de prémices. On nous disait tout à l'heure, Olivier Ringard, qu'est-ce qu'on fait là sur les marchés ? Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients ? Alors, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, on continue à rester surpondéré sur la classe d'actifs actions, considérant que on est dans un environnement où l'économie mondiale reste relativement résiliente, où les banques centrales ont tendance à assouplir les conditions monétaires. Ça a été fait du côté de la zone euro, ça sera fait au cours des prochains mois du côté des États-Unis. Et en conséquence de quoi, on a une dynamique de croissance des résultats des entreprises qui reste très solide. Cette année, on est à plus 12, plus 13 du côté des États-Unis. En Europe, c'est vrai qu'on est autour de 0, mais lorsqu'on se projette l'année prochaine, on est sur des hypothèses de croissance bénéficiaire pour les États-Unis, l'Europe, ou encore pour les marchés émergents, assez sensiblement supérieures à 10%. Donc, a priori, on a des éléments qui doivent continuer de soutenir les marchés d'actions, raison pour laquelle on est surpondéré donc sur la classe d'actifs actions. Ensuite, au sein de cette classe d'actifs actions, on a choisi pour notre part d'avoir une diversification très importante entre les 3 grandes zones que sont l'Europe, les États-Unis et les émergents, sans privilégier une zone par rapport à une autre. Pour quelle raison ? Parce que chacune d'entre elles offre des forces et des faiblesses. Les États-Unis, c'est évidemment le fait que par rapport aux moyennes de long terme, le marché américain semble un peu cher. En tout cas, les valorisations sont tirées à la hausse. Mais d'un autre côté, la dynamique de la tech et la dynamique de l'IA se jouent principalement du côté des États-Unis et de manière moins importante du côté de la Chine. L'Europe, elle, ne profite pas de cette embellie sur la tech, mais offre des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont assez proches de sa moyenne de long terme. Et enfin, sur les émergents restent un animal, on va dire, hétérogène, avec différentes zones qui ont leur dynamique propre. On voit par exemple que l'Amérique latine affiche des performances très soutenues cette année, supérieures même à celles de la Chine. La Chine, depuis plusieurs mois, va mieux. Les niveaux de valorisation globalement sont maintenant un peu sensiblement supérieurs à la moyenne de long terme, mais la dynamique de bénéfices est là dans un contexte où les banques centrales ont eu plutôt tendance à baisser les taux. Donc, en synthèse, on aime bien avoir une diversification très forte sur les différentes régions. Et enfin, d'un point de vue sectoriel, on reste investi sur la tech tout en faisant attention à ne pas subir une dérive trop importante et à ne pas avoir une surreprésentation de ce secteur-là. C'est un élément évidemment à surveiller dans la gestion de portefeuille et dans la gestion des risques. Et on continue à privilégier également le secteur financier, en particulier en zone euro, qui nous semble être assis sur une dynamique relativement porteuse encore pour les mois et les trimestres à venir. D'accord. Anthony, alors, parce qu'en allocation, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que les tendances de 2026, les scénarios, peut-être que vous échafaudez déjà ? Alors, nous, on ne fait pas évidemment de recommandations d'allocation. En revanche, quand on regarde les sous-jacents macro, il nous semble que les États-Unis, au moins à l'horizon 2026-2027, vont continuer de surperformer l'Europe assez largement. Ouais. Ce qui nous rassure, c'est que la croissance mondiale, elle tient.
en dépit de l'incertitude politique, même mondiale et géopolitique, on a objectivement une croissance mondiale qui est solide. Même du côté chinois, d'ailleurs, alors avec certains, ça pose des gros sujets de surproduction, et même pour l'Europe, ça menace sacrément l'industrie. Néanmoins, la croissance, elle tient à ce stade, et en zone euro, on attend quand même un peu mieux. Et donc, quand on regarde les excédents bruts d'exploitation qu'on peut projeter dans les différents pays, il est vrai que pour 2026, on est plutôt relativement allant. Pour l'instant, ça tient un peu partout. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas de risque, en tout cas, bien sûr, ça reste soumis à toute l'incertitude que l'on connaît, mais néanmoins, sur les projections à date, il n'y a pas de très fort ralentissement anticipé. On est même plutôt surpris à la hausse, il faut bien le dire. Trimestre après trimestre, les prévisions ont plutôt été battues en brèche par une croissance mondiale qui résiste. Le package là, de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont libérer les cordons de bourse un petit peu, ça va être mieux. On s'attend à ce qu'il y ait un mieux en Europe. L'Allemagne a besoin d'investissements supplémentaires pour la partie infrastructure, mais assez peu pour le reste. Donc la réalité, c'est que c'est un plan ambivalent. Quand ils disent qu'ils vont mettre beaucoup d'argent dans la défense, en fait, c'est beaucoup dans les hommes. Et il y aura de l'équipement, mais il faut toujours avoir en tête que ce qu'on appelle de l'investissement, attention, ça peut aussi être de la masse salariale. En revanche, l'annonce qui est passée un peu plus sous silence en Allemagne, et là qui pourrait avoir un vrai effet positif, c'est l'augmentation très sensible du salaire minimum à horizon 2027, parce que pour le coup, les Allemands ont un sujet de sous-consommation, là où nous, c'est plutôt l'inverse. Et ça pourrait faire beaucoup de bien à la zone euro. Ils ont un excès d'épargne très important, des excédents à tous les niveaux. On a besoin de davantage de consommation intérieure en zone euro. Ça pourrait être un facteur, de soutien en 2026-2027. D'accord. Vous avez dit surperformer, effectivement, les États-Unis qui vont continuer à surperformer l'Europe. C'est vrai que cette année, on a fait jeu égal, en tout cas en termes boursiers. On est même peut-être pas sur le rythme de croissance, bien évidemment. On aimerait verser 3 et 4%. Bon, après, ça dépend comment ils sont financés aussi. Mais en tout cas, en point de vue boursier, c'était pas mal. On va peut-être les battre au finish. On verra. Gilles Bazissière, qu'est-ce que Equity GPS, donc equity, des actions, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde comme secteur? Alors, ça dépend du prisme qu'on regarde, mais nous, on a notre matrice la plus large d'allocation d'actifs, combine 2 dimensions. Une dimension de sentiment de marché d'une part, et un sentiment de valorisation ou de degré d'attractivité en termes de valo et de dynamique des perspectives relatives des entreprises, puis des secteurs, puis des pays. Sur cette matrice-là, nous sommes dans un marché clairement boule, donc ça se respecte. Un marché boule, ça ne se casse pas facilement tout de suite. Il faut de gros éléments, de gros événements, et puis il faut du temps également pour que ça commence à s'essouffler. Par contre, en matière de degré d'attractivité des marchés, je dirais que c'est variable selon les grandes zones et selon les secteurs. Donc on a encore des ratings très supérieurs à 5 sur 10 sur beaucoup d'émergents, dont la Chine et le Brésil, encore aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est le cas. Oui. Sur l'Amérique du Nord, on est à 4 sur 10, ce qui est pas mal, compte tenu du dynamisme très spécifique de cette zone. C'est sur l'Europe et la zone euro, et en particulier la France, malheureusement, sur lequel on a les ratings les plus faibles, qui s'expliquent par des dynamiques de perspectives relatives pour les entreprises françaises et certaines de la zone euro, qui en moyenne sont un peu plus faibles que celles de leurs consoeurs nord-américaines ou asiatiques. Pourquoi ? Parce que pourtant, quand on regarde en tout cas la liste du CAC 40, c'est des groupes largement internationalisés. Alors, nous, on regarde l'ensemble du marché. Oui. D'abord, ça, c'est le premier point. Et puis, le gros débat sur les entreprises mondiales, et heureusement qu'on en a beaucoup, qui sont basées en France, c'est que vous avez quand même, à partir du moment où vous avez une part importante de votre masse salariale en France, oui, une part importante de vos profits d'exploitation sur votre marché domestique, vous êtes soumis au trop de prélèvements obligatoires. La taxation. Vous êtes soumis en relatif à des prélèvements obligatoires. Plus que dans notre pays, au global, y compris dans votre environnement de fournisseurs, de clients, dans votre microcosme. Et donc, en moyenne et en règle générale, il y a toujours des exceptions, on les connaît. On en a, nous, on a des bons ratings sur certaines valeurs françaises, mais en global et en général, c'est inférieur à la moyenne mondiale. Et voilà. Bon, écoutez, merci pour ce tour de table. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces marchés. Merci pour vos analyses. Gilles Bazissière, je rappelle que vous êtes président d'Equity GPS. Merci à vous, Olivier Ringard, directeur des investissements de la banque Neuflize
OBC, et Anthony Morlet, Lavidali, économiste, Paul Macroéconomie, conjoncture chez Rexecode et membre de BSI Economics. Merci messieurs. Tout de suite, on va parler d'une macro-fusion dans le domaine de la gestion de patrimoine. C'est tout de suite dans Smart Bourse.